Les musiciens connaissent bien les marques comme Marshall, Yamaha, Fender ou Vox et pourtant pas forcément besoin de commander sur internet. Il se trouve que Éric Delette est luthier à Nompatelise sous la marque Vosges Notes et il a créé un ampli de guitare haut de gamme et c'est l'occasion aussi de faire un peu le point sur l'ensemble de ce qu'il propose. Il nous reçoit chez lui. Bonjour. Bonjour. On est dans le showroom en fait, c'est ça hein? C'est ça, c'est un petit showroom, oui. Là où les musiciens peuvent tester vos créations. Voilà, il y a deux fois des musiciens qui viennent essayer mes amplis et mes guitares, oui, effectivement. C'est la première surprise hein, pour moi, c'est de découvrir que sur notre territoire, on a des luthiers. Oui, on n'est pas beaucoup dans les Vosges, il y en a à ma connaissance deux qui sont spécialisés dans la guitare électrique. Sinon, il y a bien sûr l'école de lutherie de Mirecourt qui est très réputée internationalement. Mais en guitare électrique, oui, dans les Vosges, il n'y en a plus beaucoup. Et on n'est plus que deux apparemment. Vous êtes mis finalement, j'allais dire, un peu sur le tard. C'est une reconversion professionnelle? C'est ça, c'est une reconversion professionnelle. Il y a une dizaine d'années, j'ai voulu refaire ce genre de choses que je faisais quand j'étais plus jeune. Et donc, voilà. Il y a quand même un passif avant le travail. Oui, voilà, oui. Le travail du bois, ça a toujours été ma vie depuis tout le temps. Oui. Et c'est quelque chose dans la famille qui existait avant vous ou c'est vraiment depuis vous que cet amour du bois Non, ça existe depuis moi. Mon grand-père m'a fait travailler dans le bois, mais traditionnel. Mais moi, oui, j'ai essayé de faire un petit peu des choses un peu plus travaillées. Et j'ai eu la chance d'avoir des belles pièces de bois qui sont ici, qui m'a donné l'idée de faire des instruments de musique. Voilà. Parce qu'il faut savoir que dans le monde de la musique, le bois exotique est prisé par les musiciens à tort parce que le bois local a des qualités musicales qu'on ne connaît pas qui sont bien meilleures que les bois exotiques. Donc c'est-à-dire que sapin, épicéa, on peut faire des instruments. Du noyer, de l'aulne, du merisier, il y a plein de bois locaux qui ont des sonorités exceptionnelles pour faire des instruments de musique. Donc moi j'ai mis mon avant commercial, c'est je ne fais des instruments de musique que en bois français et par la force des choses quasiment que en bois des Vosges, quoi. Ah oui. Et vous avez commencé du coup avec les guitares électriques. Voilà. Ouais. Et vous avez créé donc plusieurs modèles aussi sur demande et sur catalogue finalement. C'est ça, donc j'ai des modèles de base comme la chamois, la lynx, la triton. Et puis après les musiciens me demandent des spécifications pour chaque besoin. Donc chaque instrument est fabriqué à façon. Donc là on voit par exemple la blanche c'est plus pour le métal. C'est ça, exactement, voilà. Et puis les deux autres sont des plus polyvalentes. Après j'ai aussi une petite 3/4 comme ça, une guitare de voyage, une Hermine. Alors j'ai voulu donner des noms aussi locaux à tous mes instruments. Donc tous les instruments ont des noms d'animaux que l'on trouve dans le secteur, quoi. Donc, voilà. Et pourquoi les guitares métal comme ça, elles ont toujours un peu cette forme qui ne ressemble pas aux autres finalement? Ça joue vraiment dans le jeu ou c'est plus pour la beauté du... C'est plus la beauté, l'esthétique et vraiment un esprit métal, rock, hard rock, oui, c'est vraiment l'esprit pur, pointu du métal, quoi, c'est tout. Et localement, vous avez réussi à vous faire un nom, puis à écouler aussi vos productions avec les musiciens du territoire? C'est plus sur le territoire, j'en ai pas beaucoup. C'est plus en Allemagne que je vends beaucoup, et puis bien sûr en région parisienne, dans le sud de la France. Mais dans le local, pas énormément, non, pas beaucoup. Après, j'imagine qu'en termes de prix, vous êtes forcément un peu au-dessus du catalogue industriel, quoi. Ah évidemment, oui. Oui, je suis pour une guitare électrique entre 2000 et 3000 euros, on va dire. Donc, je suis dans les entrées de gamme des luthiers, on va dire, parce qu'une guitare de luthier, c'est plus 6000 euros. Ah ouais. Voilà. D'accord. Et pour les amplis, c'est pareil. Pour l'instant, j'ai des gammes de prix qui vont entre 1800 et 2400 euros. C'est le prix de l'excellence finalement du travail fait main, parce que quand vous faites une guitare comme ça en moyenne d'heures, c'est combien? Alors, il faut une centaine d'heures pour faire une guitare à peu près, quoi. Donc oui, ça va du façonnage à la mise en place des micros, et puis j'imagine que le choix de chaque élément est primordial. C'est ça. Alors, même dans une guitare électrique, le choix du bois est important, ne serait-ce que pour sa solidité et puis sa légèreté et la façon d'usiner aussi, sa beauté aussi, parce que je recherche moi l'aspect visuel du bois qui n'est pas nécessairement vu dans des autres guitares. Et voilà, donc moi je cherche effectivement le rendu
beaucoup du bois. C'est un peu ma marque de fabrique, on va dire. Ah, c'est marrant. Enfin, moi perso, j'aurais pas pensé que le bois avait une importance dans la guitare électrique finalement. En fin de compte, non. Le bois a très très peu d'importance dans une guitare électrique, contrairement à une guitare classique où il est absolument indispensable d'avoir des bois de sonorité exceptionnelle. Néanmoins, chaque fois qu'un musicien a essayé un de mes instruments avec un bois en sapin notamment, et il s'est rendu compte qu'il y avait une rondeur, un sustain qui était plus important que dans d'autres guitares. Voilà. Et c'est sur ce fait que je me suis dit qu'il faudrait que je fasse la même chose sur un ampli. Ouais. Et donc là, j'ai créé un concept qui n'existe pas en guitare, en ampli de guitare. Donc c'est un coffre de type basse réflexe. Donc le résonateur est en face avant. Contrairement à un ampli guitare classique qui est ouvert sur l'arrière, celui-là est complètement fermé, mais il faut qu'il soit ultra rigide pour pouvoir envoyer les résonances vers l'avant. Et du coup, on a un rendement de son qui est exceptionnel. Et tous ceux qui l'essayent sont bluffés par le son que sort cet ampli. Et du coup, l'essence là de cet ampli ? Alors c'est un sapin centenaire. Alors j'ai choisi un sapin bien spécifique. On peut pas faire ça avec n'importe quel sapin. Ouais. Donc c'est un bois. Vous voyez, la table avant, c'est une seule pièce d'un arbre. Donc l'arbre en lui-même était immense, quoi. Donc là, je suis parti sur des très vieux bois qui sont stables dans le temps, qui sont très bien séchés. Et donc du coup, on a un son qui ressort de façon importante parce que le sapin a une particularité, c'est qu'il est léger et qu'il est rigide. Ouais. Et c'est cette fameuse rigidité que je recherche dans cet ampli pour pouvoir utiliser à fond le résonateur en face avant. Vous l'avez appelé le tétra. Tétra, comme l'oiseau emblématique du secteur, quoi, qui est un petit peu farouche et qui a un cri magnifique. Et finalement, c'est un peu la suite logique, en ayant créé des guitares électriques, d'avoir aussi l'ampli derrière. Pas logique pour tout le monde, parce que j'ai aussi une connaissance en électronique qui a fait que j'ai pu faire ça. Ouais. Mais il y a très peu de luthiers qui font des amplis. Ouais. C'est presque un métier à part, quoi. Oui, c'est ça, parce que là, il y a tout un travail au niveau de l'électronique. C'est ça. Ouais. Et du coup, comment vous avez... parce que vous avez été un peu autodidacte aussi sur ce... Beaucoup, oui. Après, j'avais fait des études dans l'électronique aussi, j'avais un petit historique. Donc voilà, ça m'a aidé beaucoup à appréhender toute la partie électronique de ça. Et donc oui, tout est fait ici de A à Z, l'électronique et la caisse complète, quoi. Ouais. Voilà. Et là, je vois deux modèles en fait, c'est ça ? Voilà. Alors j'ai un modèle traditionnel, donc comme un ampli ultra classique de guitare, donc avec l'arrière ouvert. Ouais. Oui, parce que l'autre est fermé, effectivement. Donc l'autre est fermé. Donc ça, c'est pour avoir une gamme classique, parce qu'il y a des musiciens qui veulent du classique, entre parenthèses. Et puis aussi, ça permet de comparer les deux avec avec un peu la même électronique, mais on voit vraiment le rendu, la différence entre les deux, quoi. Et là, vous l'avez terminé quand, du coup, le tétra ? Celui-là, il y a 1 an et demi qu'il est fini. Ouais. Enfin, le modèle là. Hein. Donc là, après, je refais comme ça de temps en temps, quoi. Ouais. Et vous avez déjà réussi à le vendre ou pas encore ? Celui-là, il est en tout début de commercialisation. Ouais. Oui, c'est vraiment on est sur quel tarif à peu près ? Alors celui-là, il est à 2390. Ouais. Voilà, et celui-là à 1790. Oui, donc c'est bien, ça répond aussi aux besoins d'avoir quelque chose on va dire de classique et quelque chose d'exceptionnel. C'est ça, voilà. Pour la démonstration en situation, c'est l'artiste Girafe, accompagné de Petit Franck à la batterie et de Louis Oberlé à la basse, qui teste cet ampli depuis le showroom d'Eric. J'ai la grande chance d'expérimenter un ampli made in les Vosges, 100% les Vosges. Venez voir, rapprochez-vous. C'est le nouvel ampli de chez Vosgenote, un ampli à lampe absolument incroyable avec des finitions dont je ne vais pas vous parler parce que vous les voyez en même temps que moi. C'est un ampli avec un monocanal avec un son clair et un son saturé absolument génial. Et un détail qui n'en est pas un, c'est le système basse réflexe qui permet en fait d'envoyer les basses toujours sur le devant de l'ampli et pour que les fréquences basses ne partent pas sur l'arrière de l'ampli pour ne pas polluer l'arrière d'une scène ou l'arrière d'une salle de répète. Donc ça, c'est vraiment un système absolument incroyable, en plus des amplis, en plus du fait que ce soit un ampli à lampe. C'est vraiment magnifique. Et aujourd'hui, je suis avec Petit Franck à la batterie et Louis à la basse.
Et on va vous faire écouter un petit peu qu'est-ce que ça donne. Chez Vosgnodt à Nompatelize. À bientôt. Au revoir les amis. Je lisais aussi l'avantage de faire soi-même sur la Hallwood Blue Sonic. Vous avez creusé un peu plus les frettes. Ah oui. Entre les 12 et les 22 pour augmenter la maniabilité de la vitesse de jeu. Oui. Alors ça c'est pas courant. Où est-elle? Elle est là. Effectivement, c'est là qu'on voit tout l'intérêt de faire soi-même, quoi. Voilà. Donc oui, ça c'est quelque chose qui est pas courant. Ah oui, on voit bien. Hein. Donc on voit bien le creusement des frettes ici, là. Hein. Ouais. Donc ce qu'on appelle le scalopage. Et ça permet d'avoir un glissé pour faire des slides importants sans que les doigts touchent le bois. Donc ça permet d'une rapidité importante pour les musiciens qui savent jouer rapidement, évidemment. Quoi. Ça c'est marrant parce que, moi j'avais jamais trop vu ça ailleurs. C'est très rare. Ouais. C'est très rare. Ouais. Donc on voit vraiment aussi finalement la volonté de travailler au service de l'instrument, quoi. C'est pas juste le créer, c'est qui rend le mieux au service possible. du musicien, tout à fait, effectivement. Ouais. Oui, c'est vraiment le but de lui faire un instrument qui lui correspond parfaitement. Quoi. Vous parlez d'un sapin centenaire, vous fournissez où pour les bois? J'ai la chance d'avoir un scieur local qui est à Urbach. Ouais. Et il me sélectionne des bois, il me connaît bien depuis longtemps et il sait quand il a un bois exceptionnel, il me demande tiens, est-ce que ça t'intéresse que je te coupe ça en telle épaisseur, et puis on travaille comme ça, quoi. J'ai vu aussi que vous aviez un atelier mobile pour pouvoir vous rendre oui. Enfin, quelqu'un a un arbre chez lui, il le coupe. C'est ça. Et finalement, vous pouvez couper des planches dedans pour en faire un instrument. Voilà, j'ai une petite scierie mobile qui me permet de faire effectivement des pièces sur place. Ouais. Alors ça permet effectivement de magnifier un arbre qui était voué au bois de chauffage. Bah oui. Voilà, et d'en faire une guitare, quoi. Voilà. Et ça m'arrive régulièrement, oui, d'aller faire de couper des arbres sur place, de le débiter en plot et puis de le faire sécher, quoi. Là. Et oui, le faire sécher, parce que ça c'est aussi important. Entre le moment où il est en tronc et le moment où vous ne travaillez, il y a combien de temps? En fonction des épaisseurs, ça va de 2 à 10 ans, quoi. Ah oui. Voilà. Ouais. Mais là, d'avoir un sapin centenaire, c'est pas courant quand même. Non, il y en a plus beaucoup. Et il y a très peu de scieries qui sont capables de les tailler parce que malheureusement, la majeure partie des scieries sont ce qu'on appelle en scie circulaire, donc avec des diamètres maximum de 70 cm. Mmh. Et la scierie d'Urbach est un des derniers à avoir un genre de haut fer, une grande scie à ruban. Ça n'existe quasiment plus sur les Vosges. Même en France, il y en a très très peu. Et donc, il peut passer des arbres très très gros. Et voilà, ça se retrouve là dans le tétra. Ouais. Vous nous faites visiter un peu l'atelier ? Oui. Donc ici, l'atelier traditionnel, donc en machine, on va dire classique, perceuse à colonne, scie à ruban, scie à format. Ouais. J'ai un gros atelier de ponçage par contre, là c'est ultra important dans la lutherie. Donc avec beaucoup d'équipements, une aspiration, je fais beaucoup attention à la poussière.
Et oui. Ça, donc là, tous les bois qu'on voit sur les... C'est des morceaux des futurs morceaux de guitare? Non, ça c'est des morceaux de menuiserie traditionnelle. D'accord. Tout ce qui est lutherie, c'est stocké dans un endroit plus sec. D'accord. Et avec une hygrométrie contrôlée. Ah oui. Voilà, donc c'est plus... Voilà. Donc pareil, toujours la partie ponçage de toutes les pièces. Ah, il y a de la grosse scie à ruban, là. Enfin, du ponçage. Ponceuse, ouais. Ouais. Voilà. Et puis bon, les traditionnels toupies, rabots d'égo. Et là, on voit donc tout un stock de bois. C'est pas forcément pour la lutherie non plus, là. Non, c'est pas forcément pour la lutherie. C'est parce que j'ai un gros volume de passage de bois que je permets d'isoler certaines pièces spécifiques à la lutherie, que je ne pourrais pas faire si j'avais pas ce volume de passage de menuiserie traditionnelle. Ce serait totalement incapable, infaisable d'avoir des pièces vraiment bien spéciales pour pouvoir avoir ça. Là, par exemple, sur qu'est-ce qui concerne la lutherie dans l'atelier là ici? Alors là-bas, j'ai pas mal de stock de lutherie. Je vais allumer là-bas. J'ai des pièces qui sont en cours de séchage. C'est un atelier que vous avez créé après 2009 ou? C'est un atelier que j'ai racheté en 2009, oui. Ouais. C'était un ancien bâtiment industriel. Voilà, donc là j'ai des pièces un peu spéciales. Là j'ai de l'aulne de Meuse qui est en train de finir de sécher. Ouais. J'ai du pommier que j'ai fait, que j'ai coupé ici, qui était en face. Ah oui. Une maison qui a construit, il a coupé un pommier, donc un pommier en pleine fleur de l'âge. Donc ça, pour faire des touches de guitare, c'est exceptionnel. Donc voilà, je me suis permis d'aller. Donc ça, le pommier, on va le retrouver plutôt sur le manche, c'est ça? Sur la touche, oui, tout à fait. Ouais. Ouais, voilà. Là, j'ai mon sapin centenaire qui... Il y a encore quelques pièces. Hein. Voilà, donc ça, c'est tout mon stock de guerre, on va dire. Voilà. Derrière, j'ai du noyer, j'ai encore de l'aulne, j'ai... Ouais, on voit bien de l'érable. La largeur, quoi. Voilà, oui, tout à fait, oui. Effectivement. Là-haut, j'ai de l'érable ondé, donc c'est des pièces aussi exceptionnelles. Ouais. Donc l'érable ondé, c'est un bois qui est ultra recherché pour ses qualités visuelles. Donc ça coûte une petite fortune. J'en ai quelques pièces que j'arrive à isoler de temps en temps. C'est pareil, on le trouve de façon... c'est un défaut de l'arbre, l'ondé, et on le trouve de façon un petit peu épisodique. Ouais. Quand on en trouve, on le garde. Voilà. Donc mais c'est parce que j'ai du volume de passage que je peux isoler certaines pièces comme ça. Ouais. Et là, vous avez à peu près combien de créations, je sais pas, par an? Vous montez en puissance ou vous êtes dans un niveau plutôt régulier? Non, je monte en puissance là, oui. Ouais. L'idée, c'est d'en faire une par mois à peu près, quoi. Ah oui. Voilà, donc. Et plutôt sur commande ou plutôt selon? Non, plutôt sur commande, oui. Plutôt sur commande. C'est plus comme ça que je vois la chose, parce que je réponds vraiment aux besoins directs du musicien, quoi. Et vous avez des demandes, je sais pas, un peu insolites, particulières par rapport au... Parce que quand on demande du sur-mesure, en général, c'est qu'on veut sortir du lot, quoi. Oui, alors c'est un petit peu contradictoire, parce qu'effectivement, les musiciens veulent sortir du lot, mais veulent rester dans des choses connues. D'accord. Donc il faut les conseiller tout en restant dans des choses qu'ils connaissent. Et c'est surtout pour le choix des micros, les choix des touches, les formes du manche. Le forme du manche est important. Ouais. Mais tout ça, dès qu'on sort des sentiers battus, ça fait peur. Donc il faut faire attention à ça. Il ne faut pas être trop excentrique, sinon ça ne marche pas. Donc. Vous avez les réseaux, page internet, on peut vous trouver très facilement pour avoir des infos. Et puis vous publiez régulièrement vos créations en fonction des étapes. C'est ça. Ouais. J'essaye de faire suivre sur Instagram notamment tout mon travail, quoi. Voilà, ce qui permet de passer le mot aux musiciens du territoire qui pourront voir la vidéo que à Nampatelise, on peut avoir une réponse sur mesure, quoi. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur vos notes ou sur les instruments? Qu'est-ce que vous aimeriez passer comme... Je travaille quand même beaucoup avec des micros français. Ouais. Ça, c'est important pour moi. J'essaye de rester toujours dans ma logique de local. Et 90% des composants que j'achète sont d'origine française. Il y a un petit peu de composants allemands, parce qu'ils ont une marque qui est haut de gamme, qui est Schaller, qui est vraiment un composant haut de gamme. Sinon, les micros que j'utilise, ce sont des micros qui sont faits à Aix-en-Provence.
et bientôt à Saint-Michel. Il y a un collègue qui est en train de fabriquer des micros à Saint-Michel-sur-Meurthe. Donc il commence à pouvoir me fournir certains micros de guitare qui sont vraiment d'ici, quoi. Ah oui, bah là on peut pas faire plus local. Bon, en tout cas, merci pour la visite, merci pour l'accueil, et puis donc maintenant il y a 2 amplis en plus des guitares électriques. Tiens, est-ce que vous avez pensé à, je sais pas, vous pencher sur les guitares acoustiques? Alors j'ai des projets de guitare acoustique, mais une guitare classique surtout, qui a de mon vieux rêve. Oui, je ferai dans quelques années une guitare classique. Ça, c'est vraiment mon... Ouais. On va dire que c'est pas le Saint Graal, mais enfin c'est vraiment l'aboutissement de tout ça, quoi. Parce que là il faut traiter la caisse de résonance et tout. C'est un travail qui est un petit peu plus délicat, oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Voilà. On va faire à suivre. Et puis j'ai des basses aussi qui sont en fabrication, des guitares basses, et j'ai un ampli basse que je réfléchis aussi, donc en conception d'ici 1 an à peu près. Donc bientôt pour avoir un orchestre voilà. Vosges Notes. Tout à fait. Merci. Merci.